Alors, Luis González Mestres, alors s'il vous plaît, venez nous rejoindre. Luis González, bonjour. Bonjour. Vous étiez également membre du comité national de la recherche scientifique. Vous êtes l'un des rares, voire le seul, à dire clairement que les idées d'Igor et Grishka doivent être entendues. Alors, je parlais de communauté scientifique tout à l'heure, mais de qui parle-t-on quand on dit communauté scientifique? Ça, c'est très complexe parce qu'en réalité, on a vu passer des campagnes de signature contre Igor et Grishka Bogdanov, mais quand on compare le nombre de signataires avec le nombre de chercheurs du CNRS, ce n'est pas si significatif que cela. Et en plus, beaucoup de gens qui ont signé ne sont pas en mesure de comprendre le contenu de leur thèse. On parlait de 300 personnes, non? Oui, mais le CNRS a plus de 10 000 chercheurs, d'accord. Et il y a d'autres établissements en France qui ont également des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Donc, par rapport à ce total, ce n'est pas beaucoup, surtout si on pense, comme je l'ai dit, qu'une partie importante de ces signataires ne travaille pas directement dans un domaine qui leur permette de vraiment comprendre le contenu de ces une thèses. information sans forcément... C'est un geste de solidarité avec, bon, on ne sait pas, ce n'est pas très clair comment c'est venu, mais c'est une réaction à la condamnation d'un chercheur du CNRS, qui est une toute petite condamnation, mais il y a eu une contrefaçon au détriment d'une version très préliminaire de la thèse de Grishka. Et il faut dire en plus que la mise en ligne de ce brouillon de thèse très ancien, à mon avis, n'apportait strictement rien au débat. Et vous qui avez vécu les choses de l'intérieur, que se cache-t-il derrière cette tentative de décrédibilisation des frères Bogdanov? Je crois que le véritable problème de fond, c'est que les chercheurs sont de plus en plus sous la pression d'un certain nombre de critères artificiels, que ce soit une évaluation qui se fait de plus en plus par de l'esprit de groupe, que ce soit la bibliométrie, que ce soit le fonctionnement par projet, par programme. Et à ce moment-là, il faut absolument que tout soit dans des cadres définis a priori qui sont relativement arbitraires. Et la première caractéristique d'Igor et Grishka, c'est qu'ils sont à la fois chercheurs, ils ont publié des articles de recherche, proprement dit, et journalistes. Et le modèle standard, pour ainsi dire, des rapports entre la science et le journalisme en France voudrait que les journalistes soient des courroies de transmission de lobby scientifique. Et donc, déjà, ils ne rentrent pas dans ces schémas. En plus, par rapport à la question d'avant le Big Bang, il faut bien comprendre que l'abbé Lemaître, qui a été l'auteur de l'hypothèse du Big Bang en 1931, il dit que l'espace et le temps n'ont pas de sens à l'échelle du Big Bang, mais il se base essentiellement sur la mécanique quantique, qui venait d'être formulée. Et à l'époque, c'est vrai que tout ça, c'était un flot d'idées très novatrices. Maintenant, quand on regarde les choses de manière un peu plus rapprochée avec l'optique qu'on peut en avoir aujourd'hui, déjà, les preuves expérimentales de la mécanique quantique et de la relativité, vraiment des preuves précises, elles existent à basse énergie, mais quand on monte en énergie, donc quand on se rapproche de l'échelle de Planck, on a de moins en moins d'évidence directe, de mesures directes de la précision de ces principes-là. Moi-même, j'ai proposé justement que le rayon cosmique d'ultra haute énergie soit utilisé en même temps que des expériences sur le rayonnement micro-ondes comme WMAP ou Planck, que le rayon cosmique d'ultra haute énergie soit utilisé comme une manière de vérifier la validité d'un certain nombre de principes fondamentaux. Et à ce moment-là, ça n'a rien de scandaleux de penser que cette barrière que la mécanique quantique, à cause de son principe d'incertitude, dresse... On aurait le droit de se poser la question. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut se poser la question de savoir est-ce que vraiment la mécanique quantique et la relativité
reste valable à des échelles d'énergie aussi grandes et à des échelles de distance aussi petites, parce qu'on n'a pas pu le vérifier, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire que la théorie de la relativité, telle qu'elle a été formulée par Poincaré et développée ensuite par Einstein et d'autres auteurs, reste encore valable à ce jour. Ce fait est extraordinaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir des mises en cause de ce principe à l'échelle de Planck et au-delà de cette échelle. Et si la mécanique quantique n'est plus exacte, à ce moment-là, le critère de Lemaître, comme quoi la notion d'espace et de temps n'ont plus de sens, ça peut être remis en cause. Et on peut essayer d'aller plus loin. Et on retrouve le temps imaginaire à ce moment-là. Oui, le temps imaginaire. Est-ce que c'est pas plus sur la forme qu'on... C'est pas la forme qu'on leur reproche le plus. Ils emploient le mot Dieu. Est-ce que, avec donc des titres assez sexy, est-ce que c'est pas plus ça? Il y a des mots tabous en science. Enfin, dans votre corporation, y a-t-il des choses dont on n'a pas le droit de parler quelque part? Je ne sais pas, parce qu'on a vu très récemment un projet dans lequel le CNRS joue un rôle très important. On l'a vu, s'appelle Deus. Et donc Dieu en latin. Donc, on se demande s'il n'y a quand même pas de poids, de mesures. Moi, je trouve que quand Igor Grisha s'exprime à titre personnel et dans des ouvrages tout à fait extérieurs aux publications scientifiques sur la notion de Dieu, c'est quand même beaucoup plus logique. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Par contre, lorsqu'un projet scientifique s'appelle Deus, moi, ça me pose un problème du point de vue de la laïcité, je le dis très honnêtement. Parce que justement, je ne crois pas que l'abbé Lemaître, qui lui a été même par la suite président de l'Académie pontificale des sciences, je ne crois pas que lui, il aurait aimé ça. Parce que l'abbé Lemaître tenait beaucoup à la laïcité et à la séparation. Quand on rentre dans le laboratoire, pour vous, il faut laisser la veste du croyant dans le cas de au vestiaire. D'accord. C'est un point de vue. Mais attention, ça ne veut pas dire que des scientifiques ne puissent pas se poser la question de cet inconnu qu'Einstein lui-même appelait Dieu. Ça ne veut pas dire que certains de ces scientifiques ne puissent pas être des croyants au sens de religion conventionnelle, mais c'est vrai que, comme je l'ai écrit dans la postface de la pensée des dieux, le Dieu d'Einstein n'est pas le Dieu de religion. Dans quel sens? Einstein, qui était juif, savait très bien que ce Dieu qu'il lui voyait n'était pas un Dieu dont il avait une perception comme quoi il intervenait dans l'avenir des hommes, et donc il était différent de Yahvé Sabaoth, du Dieu des armées, de la Bible. On va en parler de ce Dieu. Est-ce que vous avez hésité à écrire la postface de ce livre? Absolument pas. À aucun moment? À aucun moment, tout simplement parce que... Non, à aucun moment parce Même que... dans un micronième de seconde longueur de temps? Parce qu'ils ont fait un travail original. Ils ont fait un travail original qui est intéressant. En plus, disons, la manière dont ils s'expriment devant le public apporte beaucoup d'informations utiles aux lecteurs de leurs livres. Et je n'ai vraiment pas vu pourquoi j'allais refuser d'écrire une postface, même si c'est vrai que certains collègues n'ont pas aimé ça. Mais je dis certains, parce que la grande majorité des chercheurs du CNRS continuent à me parler comme avant, et je n'ai pas perçu d'animosité plus que ça. Luis González, ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'échanger avec quelqu'un qui a eu une carrière scientifique aussi remplie que la vôtre. Alors je me permets de vous poser une question qui n'a aucun rapport avec notre thème du jour. Voilà, le siècle dernier a connu des révolutions majeures, par exemple la machine à vapeur, puis plus loin encore l'imprimerie, puis pas très longtemps le moteur à explosion. Alors selon vous, de quelle nature sera la prochaine révolution, celle qui va changer la face de l'humanité? Ça c'est une bonne question. Parce que actuellement, nous sommes dans une situation, en tout cas dans les pays occidentaux, qui est assez, je dirais, régressive. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La première question que l'on doit se poser, c'est comment sortir d'un certain nombre d'impasses. Ça, disons, je crois que c'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont d'ordre social, écologique, de fonctionnement, y compris dans la science, et je crois qu'à l'avenir, il faudra absolument qu'un certain nombre d'institutions scientifiques, en tout cas, sortent de l'inertie actuelle. Mais qu'est-ce qui peut se passer vraiment? Je crois que l'humanité doit d'abord elle-même se poser des questions et voir comment elle va sortir elle-même d'un certain nombre de situations.
Après, on peut demander quelle sera la prochaine révolution. Mais ça, c'est... D'accord. Louis, on parlait tout à l'heure d'énergie noire. J'ai cru comprendre que vous aviez donc travaillé sur cette question notamment. Quel est le lien entre leurs travaux et... Oui, alors il faut expliquer, parce que je crois que c'est assez important, que la constante cosmologique qui avait été un petit peu oubliée a été remise en selle depuis une dizaine d'années, disons, précisément à cause de l'observation d'une accélération de l'expansion de l'univers. Et alors, pour essayer de s'en sortir, parce qu'il y a deux équations qu'on appelle les équations de Friedmann, dans le cadre de la relativité générale, il faut non seulement la matière noire qui contribue à la gravitation, mais aussi il faut une pression dans ces équations qui pousse à l'accélération de l'expansion de l'univers. Maintenant, quand vous regardez ce qui se passe à partir des données de WMAP ou de Planck, les dernières données sur le rayonnement micro-ondes, vous apercevez qu'en réalité, pour l'essentiel, on nous dit que le modèle standard de la cosmologie fonctionne très bien, mais en réalité, plus de 90% des contributions à la matière réelle et dans l'univers viennent de la matière noire et de l'énergie noire. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire marcher les équations de Friedmann. Alors, ce qui est et en fait, on ne sait pas du tout décrire cela. L'énergie noire est un mystère parce que la théorie quantique des champs n'arrive pas à reproduire correctement la constante cosmologique. Elle obtient des résultats beaucoup trop élevés, c'est ce qu'on appelle le problème de la constante cosmologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans leur travail de thèse, oui, et leur directeur de thèse de l'époque, Moshe Flato, en a témoigné par écrit, je le cite dans la postface de la pensée de Dieu, Igor Grishka avait conçu l'idée de ce qui s'appelle un champ scalaire. Hein, c'est en fait un champ un peu de la même nature que le boson de Higgs, mais agissant à une échelle différente. Et ce champ scalaire pouvait être à l'origine, d'après, de l'expansion de l'univers. Et ça, c'est un modèle dynamique précis. On précisera à nos auditeurs qu'est-ce que le boson de Higgs tout à l'heure. On peut être d'accord ou pas, mais ça décrit l'énergie noire. D'accord. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont été vraiment parmi les premiers, non seulement à concevoir cette idée de l'énergie noire, mais à produire un modèle précis qui a une cohérence. Et quand on voit l'impasse actuelle de la cosmologie standard, oui, il faut dire qu'on peut se poser des questions. Et moi-même, je parle du modèle de ce que j'appelle l'espace-temps spinoriel que j'ai développé. Pourquoi? Parce que justement, je pense qu'au niveau de la structure même de l'espace-temps, on peut trouver des alternatives à ces équations de Friedmann qui sont la base de toute la cosmologie standard depuis presque un siècle. D'accord? Et donc, il y a peut-être beaucoup trop de dogmatisme dans certains milieux. Dans votre corporation? Disons que vous avez des groupes de gens qui ont travaillé depuis des années à partir des équations de Friedmann. Et c'est vrai que si vous commencez à leur montrer des choses qui sont un peu différentes, quelque part, ça les place sur la défensive. Pas tous, mais certains d'entre eux réagissent en se plaçant sur la défensive. Parce que, en fait, toute leur liste de publications scientifiques est basée sur les équations de Friedmann. D'accord? Donc, bon, des fois, on se retrouve en face de conflits d'intérêts comme ça. Mais il est certain que le travail d'Igor Grishka a été, de ce point de vue, pionnier, et on ne peut pas le nier. Oui, il y a l'attestation de Moshe Flato, qui malheureusement est décédé en 1998. D'accord? Donc, à l'époque, il n'y avait pas tout ce boom spectaculaire sur l'énergie noire, et c'est sûr qu'il n'a pas cherché à faire un coup d'éclat. D'accord. Monsieur Mestres, merci encore de nouveau. Donc je vous prie de rester avec nous. Messieurs Bogdanov, pour sortir de l'obscurité dans laquelle nous plongent parfois les questions qui restent sans réponse, parlons de lumière.